Madame, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de New World Forum dans un environnement fait de difficultés de toutes sortes où on parle de crise financière, de chômage massif, d'épidémie, de pauvreté et encore de crise politique. Est-il possible d'affirmer que le meilleur est possible maintenant, tout de suite? Autrement dit, peut-on entreprendre en période de crise politique? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, le coach Patrick Armand Pognon, qui nous fait l'honneur de venir au plateau aujourd'hui. Coach, bonjour. Bonjour. Et comment allez-vous? Très bien. Nous sommes heureux de vous avoir de nouveau. Tout le plaisir pour moi. Pour développer ce thème, peut-on entreprendre en période de crise politique? Mais je rappelle que vous êtes consultant international certifié en développement personnel, président de la Fédération internationale des ambassadeurs du développement FIAD, et président de l'autorité du coaching africain, initiateur du cerveau collectif africain, directeur général d'Afrique Coach Sarl. La liste est longue. Hein? Oui, la liste est longue. On va s'arrêter là pour ne pas faire toute l'émission dans la présentation. D'accord. Et peut-on entreprendre en période de crise politique? Est-ce que c'est pertinent comme thème? Ah oui, c'est pertinent. Ça justifie déjà mon séjour au Togo. C'est justement pour dire aux gens, il faut décoller. Et nous allons en parler tout à l'heure. Donc vous organisez un séminaire de 3 jours à De 3 jours pour faire décoller les gens. On reparlera de la nécessité de ce décollage dans un instant. Le temps de parler de notre flash actu qui s'intéresse à la décentralisation. Vous savez, les députés togolais ont adopté vendredi une nouvelle loi sur la décentralisation et les libertés locales. Réaction, implication, projection avec 2 cadres du parti au pouvoir, Denis Kodjo Koulouagbo et Dieudonné Tadé. Bonjour Denis. Bonjour Monsieur Gilles. Vous êtes cadre de l'Union pour la République, parti au pouvoir au Togo, cadre de la diaspora. Vous passez pratiquement 30 ans aux États-Unis. Vous travaillez actuellement au département des ressources humaines à New York City. Et vous êtes du Parti démocrate. Vous avez travaillé ardemment pour l'élection de Barack Obama. Absolument. C'est nous qui avons porté Obama à la Maison-Blanche en 2008 et en 2012. Les Togolais, beaucoup de Togolais ne savent pas que le Twitter d'Obama a été créé par un Togolais. Vous avez eu à travailler sur le compte Twitter de Barack Obama? Absolument, absolument. Donc, je voudrais ici saluer la diaspora en général. Mais le rôle de la diaspora, c'est quoi? C'est d'aider son pays. Ce que nous avons appris à l'extérieur, nous devons apporter ça au développement de notre pays. La diaspora ne doit pas jouer un rôle négatif. Nous devons aider le chef de l'État, nous devons le supporter, nous devons l'encourager. Parce que, vu les faits sur le terrain, je suis au Togo, je suis togolais d'abord. Je vois que le chef de l'État fait. Il a besoin d'être soutenu, d'être appuyé. C'est ici l'occasion pour moi de dire que, en tant que diaspora, nous avons mené certaines actions sur le terrain. Dans le domaine social. On reviendra sur ces actions et sur les régions pour lesquelles donc, vous décidez de vous réinstaller au Togo. Avec nous également, Dieudonné Tadé. Dieudonné, bonjour. Gilles, bonjour. Oui, vous êtes cadre UNIR également, mais de la préfecture de Logou. C'est environ 150-160 km de Lomé. Et puis responsable national d'une ONG Togo to Togo, une ONG qui opère dans le social. Oui. Merci Gilles. Je suis le responsable national de l'ONG Togo to Togo qui opère dans le social, le développement, l'éducation et la santé. Notre actu maintenant, donc les députés togolais, comme je le disais tantôt, ont adopté vendredi une nouvelle loi sur la décentralisation et les libertés locales. Avant de voir quelques détails, comment réagissez-vous à ce vote par les députés togolais? Dieudonné. Je dis, comme le ministre a dit récemment, le terrain des blés est plus d'obstacles pour les locales. Les élections locales pour l'année 2018. Oui, plus d'obstacles parce que le terrain des blés, la loi est votée. Nous allons affûter nos armes pour accueillir ces élections locales et pour en profiter en mieux. Oui, Denis, c'est une étape majeure qui vient d'être franchie. Absolument. Là, le gouvernement donne le pouvoir au collectif de gérer leurs propres affaires. Je crois que c'est une bonne chose. Il faut encourager le gouvernement dans ce sens. Aux collectivités locales. Aux collectivités locales, voilà. Merci, je vous remercie. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par décentralisation, vous, à votre niveau, de façon basique,
Comment vous l'entendez, décentralisation, Denis? La décentralisation, je peux dire, c'est donner le pouvoir au peuple de pouvoir gérer son administration, son quotidien, d'une façon basique. Donc le pouvoir central délègue le pouvoir aux collectivités. Aux collectivités locales, c'est-à-dire le pouvoir central délègue le pouvoir à une personne morale de droit public élue dans nos localités qui ont pour mission de gérer leur quotidien ensemble en collaboration avec les chefs cantons qui sont associés au conseil d'administration de ces localités. Denis, c'est une étape importante vers le développement aux États-Unis. Est-ce que la décentralisation est forte à ce niveau? C'est très fort. On ne peut pas parler on ne peut pas comparer Togo aux États-Unis. Mais ça dit en matière de décentralisation. Oui, puisque bon, ils se sont éveillés il y a longtemps. C'est un pays développé. Ça dit donc la décentralisation est bien mûre là-bas. Mais c'est bon. J'allais aux États-Unis, j'ai vu certaines fois même des directeurs d'école, des shérifs sont élus. Hein. Absolument, absolument. Je veux dire que bon, c'est une étape que nous venons de franchir, une étape très importante dans notre vie, surtout dans la vie politique du Togo. Il faut l'embrasser. Et ici également, je félicite le gouvernement dans leur action, surtout le chef de l'État, sa volonté de voir le pays avancer sur des bases solides. C'est très important. Parce qu'en Amérique, comme on dit, the power is given to the people to elect its representative. And in return, those representatives actually serve the constituent. So I can be proud of my country right now. I can be proud of Togo. Ouais, vous êtes fier de votre pays. Exactly. I'm very proud of Togo, of actually adopting such a system. It's very good. You're giving the power to the people. Not only that, you are letting the people to administer their own affair, which is good. Oui. People, you are confident. You're sure that people are mature enough to govern themselves. Les populations locales vont faire confiance aux élus, donc qui vont administrer le territoire. Exactly, which is very good. It's a very good thing. Mais vous êtes content, mais ça a mis quand même du temps. Hein. Ça fait plus de 2 décennies qu'on attendait cette décentralisation. Donc on a besoin du temps, et puis on a besoin de mûrir aussi les idées. Donc on a confiance en nos gouvernements. C'est le moment propice pour que ça puisse aller. Donc c'est bon, c'est très bon. It's very good. It's very good. Denis, quels peuvent être les avantages de la décentralisation? On dit globalement que c'est un transfert de pouvoir, de compétences aussi, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter au développement du pays? Je vois que la décentralisation va de pair avec la déconcentration. C'est de donner pouvoir au peuple, à ces localités, de pouvoir affronter le quotidien de tous les Togolais dans leur localité. Par exemple, l'attribution, l'octroi de certaines pièces, au lieu de faire le déplacement pour arriver jusqu'à Lomé, avec la décentralisation, nous avons cette faisabilité d'avoir ce dont nous en avons besoin sur place, dans nos localités. Donc, octroyer un pouvoir à l'administration de délibérer, de fournir certaines pièces, certains services dont le Togolais lambda en a besoin au quotidien. Oui, mais c'est quand même une opportunité offerte à certaines collectivités locales de prendre leur destin en main, Absolument. De chercher des sources de financement développées à la base. C'est pourquoi, c'est pour cette raison que je dis que c'est une bonne chose. Ce qui veut dire que, par exemple, je peux donner cet exemple, la diaspora indienne et la diaspora juive depuis les États-Unis, excusez-moi, en étroite collaboration avec leur gouvernement, aident leur diaspora respective dans d'autres pays. Les Togolais, la diaspora générale, la diaspora togolaise peut faire la même chose. Personne n'a le monopole sur de bonnes idées. On peut apprendre chez l'un l'autre. Je pense que bon, nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons aider le chef de l'État, venir ici avec des idées. D'abord, nous devons nous organiser. La diaspora doit être organisée, revenir au pays, dire au chef de l'État ce qu'il y a à faire. Nous pouvons construire une force vraiment vitale pour le gouvernement, pour le pays, à l'étranger. Nous ne devons pas être du côté déstabilisateur, non. Oui, qu'est-ce que vous appelez côté déstabilisateur? C'est-à-dire,
Durant les marches, durant les 6 mois de marche qui a été organisé au pays, j'entends la diaspora envoie des messages, vraiment des messages brûlants, des messages en envoyant les jeunes dans la rue. Ce n'est pas le rôle de la diaspora. Nous avons appris des choses à l'étranger, c'est pour venir bâtir notre pays aussi. Je pense que on est heureux chez soi. Donc notre devoir, c'est d'aider le gouvernement à avancer. D'ailleurs, il y a beaucoup d'avancées. Le Togo est loin maintenant. Nous pouvons aider à pousser plus davantage. Oui, en quoi faisant concrètement sur le terrain? Par exemple, nous parlons de la décentralisation. Non? Il y aura des élections locales. Merci beaucoup. Le maire qui sera élu par le peuple peut faire le déplacement à l'étranger. Par exemple, je vais donner un exemple. New York City, là où je travaille, nous pouvons jumeler ces 2 villes-là ensemble. Et en résultat, on peut créer des emplois à travers ça. Oui, jumeler New York City à quelle? Avec la ville d'Aguanivé, ou soit la préfecture d'Aguanivé. Nous faisons un jumelage entre les 2 villes, ce qui va bénéficier surtout les habitants d'Aguanivé, ou bien les résidents de la préfecture d'Aguanivé. Pourquoi Aguanivé? Je suis fils d'Aguanivé et je veux voir. Déjà, le chef de l'État a beaucoup fait. Je suis revenu dans mon village, j'ai un peu reconnu le village. Le village est tellement développé que je ne peux qu'apporter le peu dans ce cadre-là, dans ce sens, dans cette politique de développement. En allant dans le même sens avec M. Denis, je peux dire que la décentralisation vient faciliter beaucoup de choses vis-à-vis de la diaspora dans le sens du développement. Parce qu'il y a quelques années, j'ai eu à mettre en jumelage une ville de l'Italie, Palestro, et le canton de Gléy. Mais je sais ce que ça m'avait donné comme tracasserie jusqu'ici. Mais avec la décentralisation, c'est un moyen pour nous donner plus de faisabilité de la part de la diaspora, ou bien des amis de la diaspora, à créer une relation plus étroite et plus forte avec d'autres localités de l'étranger pour mieux faire développer nos milieux, pour échanger des connaissances, ce qui est un facteur sine qua non de développement de nos jours. Ça veut dire que vous voulez vous réinstaller au Togo en travaillant, je parle à Denis, avec les collectivités j'avais locales. même eu l'occasion de m'exprimer au chef de l'État lorsqu'il était à Tapamé pour la remise des matériaux à l'hôpital de CHR d'Atapamé. Le chef m'a posé une question: vous êtes revenu pour rester? J'ai dit oui, monsieur le chef d'État, je suis disponible. Je suis revenu parce qu'il voit que le pays avance et le chef d'État a besoin d'être appuyé, d'être soutenu. Et je peux dire que je suis revenu dans ce sens pour aider à avancer mon pays, mon milieu. Les jeunes. Votre préfecture. Mais oui, bien sûr, certainement. Les jeunes ont besoin d'emploi. Il est question de prendre toutes ces choses-là en compte. Oui, et là, ça me permet de poser une dernière question. Les préfectures du Golfe et d'Aguanivé, dans la nouvelle loi qui vient d'être votée, deviennent un district autonome du Grand Lomé, sous l'autorité d'un gouverneur. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision? Ça permet de bien gérer les choses? Je salue parfaitement l'initiative du gouvernement. C'est très joli. L'exemple, c'est aux États-Unis. Nous avons un gouverneur, nous avons des maires, et tous travaillent en symbiose pour le développement de leur localité. Ici aussi, je salue le choix que le chef de l'État a fait, parce que le colonel Awate est un homme de carrure, et il est un homme avec plein d'expérience. Et notre nouvelle préfecture a besoin d'un homme comme lui pour faire asseoir une administration, pour bien gérer la préfecture. Donc, je salue sa nomination et je le félicite ici. Les Togolais, les résidents de la préfecture d'Aguanivé sont prêts à travailler avec lui. D'ailleurs, ici, c'est une occasion pour aussi féliciter notre grande sœur, l'excellence, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et la vice-présidente de notre parti UNIR à Goué. Madame Ibrahima Memounatou, sa ténacité, son dévouement pour son pays et en particulier pour notre grand Agoué. Merci. On va revenir sur le sujet dans une autre émission très prochainement. Merci. Denis Kodjo Koudouagbo. Oui. Merci beaucoup, M. Gilles. Ainsi que Dieu donné et Tadé. C'est moi qui vous remercie.
retour au plateau, donc avec le coach Patrick Armand-Pognon. Coach, on parlait de décentralisation. Pour vous, est-ce que c'est une étape essentielle pour que nos pays arrivent à se développer? Ah oui, c'est une étape essentielle. Je crois que le Togo vote une loi sur la décentralisation maintenant, c'est de bonne guerre parce que le Bénin est en train d'être confronté aux limites des lois sur la décentralisation que nous avons votées. Au Togo, la loi existait, elle a juste été modernisée et modifiée. Oui, c'est ça. Donc, c'est déjà une bonne chose de la moderniser en tenant compte des difficultés qui ont été rencontrées sur le parcours. Vous voyez, par exemple, au Bénin, la loi a laissé des portes pour que nous n'ayons pas des municipalités qui créent de l'autonomie, qui créent comme une comment vous appelez ça? C'est-à-dire qu'ils refusent de se mettre sous l'autorité du gouvernement. Mais en voulant faire ça, aujourd'hui, le gouvernement a utilisé ça pour destituer des maires en cascade. Donc, on se retrouve aujourd'hui confronté à la nécessité aussi de revoir les textes, de revoir les lois pour que les lois ne soient pas utilisées pour destituer, comme on a vu au Bénin, en pagaille les maires. Donc voilà, je crois que l'essentiel, c'est que les lois soient votées pour servir la population. Peut-on entreprendre en période de crise? On parle, comment on dit, on va prendre comme cas concret le Togo et le Bénin, des pays que vous connaissez très bien. Alors ma première question, qu'est-ce qui ne va pas dans ces deux pays? Parce qu'il y a des soubresauts, des difficultés sociales, politiques. Qu'est-ce qui ne va pas? On va prendre quand on prend le cas du Bénin. Ce qui se passe au Bénin, c'est que nous avons un homme d'affaires au pouvoir. Mais il est entouré que de fonctionnaires. Résultat, les fonctionnaires doivent expliquer la position d'un homme d'affaires. Ça pose déjà problème. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas, voilà un président qui est élu, il n'y a pas un seul spécialiste de communication à la présidence. Il n'y a pas un seul spécialiste de stratégie à la présidence. Résultat, jusqu'à présent, les Béninois ne savent même pas où est-ce que le président les amène. Quelle est la vision du chef de l'État? On ne sait pas. Vous allez voir, ces collaborateurs vont vous répéter à longueur de journée qu'il ne veut pas privatiser. Mais chaque jour, il privatise. Et c'est normal. C'est un homme d'affaires. Quand une entreprise ne marche pas, on privatise. Mais il faut expliquer ça à la population. Le Bénin a eu un homme d'affaires. C'est normalement une chance parce que ça permettra à chacun de se prendre en charge. Mais on continue de dire aux gens, attendez, vous allez voir. Donc les gens sont dans l'attentisme et ne voient rien. C'est tout ça qui crée des crises, des tensions. Ensuite, on veut faire des passages en force à des endroits donnés. Bref, le président doit communiquer autrement, c'est tout. Sinon, il veut nous amener quelque part. Je vais vous donner un exemple. Dans un village qu'on appelle Agégué, qui est sur l'eau, il n'y a pas d'eau potable là-bas. Alors, un Allemand décide de prendre son propre argent pour amener de l'eau potable là-bas. Alors, il estime que comme il veut leur donner de l'eau potable, il n'a pas besoin de leur expliquer ce qu'il veut faire. Alors, il met les tuyaux et quand il ouvre l'eau, le tuyau explose. Quand il ouvre l'eau, le tuyau explose. À un moment donné, l'acheteur béninois lui demande, est-ce que tu es allé voir le roi? Il dit non, je n'ai pas besoin de le voir. Il dit, tant que tu ne vas pas le voir, l'eau ne va pas arriver. Il va là-bas, il explique ça au roi. Le roi dit, bon, nous on voyait des tuyaux, on ne savait pas ce qui vient. C'est pourquoi on a bloqué. Maintenant, ton tuyau peut ouvrir. Il ouvre, ça passe. C'est la même chose au Bénin. Le président veut amener les Béninois quelque part, mais il ne leur dit pas. Résultat. Il le dit, il a développé son programme, le PAG ou le PAG comme vous l'appelez. La dernière fois, il était devant l'Assemblée nationale pour présenter l'état de la nation, où il a dit, là où il veut aller, il dit qu'il est en train de poser les fondations pour pouvoir faire jouir des fruits de la croissance aux Béninois dans les années à venir. Il a 60 députés à l'Assemblée nationale sur 83. Il a parlé pendant 50 minutes et personne n'a applaudi. C'est parce que personne ne se retrouve dans le discours. C'est un discours écrit par un fonctionnaire de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, qui n'a rien à voir avec les réalités. Aujourd'hui, les Béninois veulent entendre de la bouche de leur chef de l'État. Je comprends que vous avez souffert pendant 2 ans. Je m'excuse, je vous présente mes excuses. Et voici ce que vous allez voir désormais. Tant que le président ne présentera pas des excuses pour avoir cassé les bonnes dames, pour avoir cassé l'économie, pour avoir cassé les microfinances, parce que ces bonnes dames ont fait des prêts au niveau des microfinances et on les a cassés. Aujourd'hui, les microfinances ne peuvent pas recouvrer leur argent. Ils sont en train d'aller vers la faillite. L'économie est en panne. Et le président vient à la télé, il dit, je suis sur la bonne voie, tout va bien. Les députés même ne se retrouvent pas dedans parce que s'ils applaudissaient, leur base va régler leur compte. Donc bref, c'est pour dire que le président, et pour vous parler du PAG, le président Soglo, l'ancien président Soglo a boudé le lancement du PAG parce qu'il dit, en tant qu'inspecteur des finances, il ne peut pas laisser faire du n'importe quoi et appeler ça programme d'action du gouvernement. Je vous dis, vous voyez, le président a lancé ce programme d'action du gouvernement qui a pour slogan le Bénin révélé.
Un journaliste me questionne sur la vision du chef d'État. Je lui demande le slogan, il a oublié déjà. Ça a été dit seulement le jour où on a lancé ça et on a classé ça. On n'a pas de dynamique mentale pour accompagner le programme. Je le dis parce que je le répète tout le temps sur les antennes au Bénin, parce que je crois que le président Patrice Talon, à la fin de son mandat, va réussir. Mais il faut lui dire ce qui ne va pas. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de boussole. On est en train de naviguer à vue, il faut clarifier tout ça. Et quand il va clarifier tout ça, vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre. Mais il a quand même fait quelques tentatives impopulaires qui lui ont valu une grogne sociale. D'abord, sa révision constitutionnelle, son projet qui a suscité beaucoup de courroux. Ensuite, la suppression des grèves dans certains corps de l'administration publique. Mais je ne sais pas à quoi ça répond. Parce que, de toute façon, on ne sait pas où il nous amène. Donc, on ne peut pas comprendre la méthode. Il faut que le président explique aux Béninois ce qu'est un homme d'affaires. Comment fonctionne un homme d'affaires. C'est une chance pour le Bénin d'avoir un homme d'affaires. Ça va permettre à chacun de prendre sa vie en main et de ne plus attendre quelqu'un. Mais il faut que le président le dise. Il faut qu'il explique aux Béninois qu'il ne faut rien attendre de lui, que chacun doit se prendre en charge. Et maintenant qu'il donne les formations nécessaires pour permettre aux gens de se prendre en charge. Mais tant qu'il ne va pas faire ça, il va faire des choses, les Béninois ne comprendront pas. Quand vous prenez la révision de la Constitution, vous voyez, cette Constitution, on ne peut pas laisser au seul souhait du chef de l'État, qui est homme d'affaires, qui n'est pas juriste, l'élaboration d'une Constitution. C'est pas lui seul qui a élaboré. Ah non, c'est ça. Il a formé une commission. Non, aucun point de la commission n'a été pris en compte. La commission a été mise en place, nous avons perdu 500 millions, mais tout a été décidé par le chef d'État. Et mieux, lorsque les députés ont rencontré le chef d'État pour discuter du projet de révision, on ne l'a pas distribué copie. C'est dans un ordinateur, quelqu'un a lu et on leur dit d'amender sur place. Bref, je crois que c'est une parenthèse que nous avons, avec l'aide de Dieu, de nos ancêtres, nous avons conjuré dans le passé. Maintenant, retirer la grève aussi, ça répond à quoi ? Parce que les gens, pour la plupart, n'étaient plus en grève depuis un long moment. On les a provoqués maintenant et tout le pays est en grève aujourd'hui. Je crois qu'il y a un problème de vision, de mission, de méthodologie. Quelles sont les valeurs, principes du président ? On doit les connaître. Tant qu'on ne les connaît pas, ça ne peut pas marcher. Mais est-ce que ce n'est pas pour prévenir les grèves à répétition dans le corps enseignant, dans le corps médical, des grèves quand même qui ont paralysé le pays pendant... L'année passée, il n'y a pas eu de grève. L'année scolaire passée, il n'y a pas eu de grève dans l'enseignement. Voilà de quoi il s'agit. Oui, dans le corps médical, ils ont dans le corps médical, il y a une longue grève. Pourquoi ? Parce qu'on veut privatiser le CNHU. Et ils disent non. On discute avec eux. Mais si on refuse de discuter avec eux, il y aura problème. Tout part de discussion. Tant que quelqu'un va penser qu'il est en position de force, les autres vont montrer qu'eux aussi, ils ont la force. C'est tout. Il faut discuter. C'est comme ça qu'on fait la démocratie. C'est ce qu'on nous a imposé et nous avons accepté et nous avons pris. Il faut l'appliquer. La démocratie suppose la discussion. On rapproche les positions. On rapproche les rapports de force. Moi, je dis une chose. Je ne suis pas contre la privatisation du CNHU parce que le président est un homme d'affaires. Si une structure ne marche pas, il privatise. C'est clair et net. Moi, je n'ai pas de choses là. Mais il faut discuter, il faut expliquer et il faut utiliser les mots clairs pour dire les choses. Il ne faut pas contourner. Donc au Bénin, il ne s'agit pas d'une crise profonde, mais un problème de communication. C'est simplement un problème de communication. Je n'ai jamais vu un pays où le président est aussi impopulaire et est capable de devenir populaire à tout moment. C'est-à-dire qu'il a un boulevard devant lui. Il suffit simplement qu'il se fasse accompagner et qu'il change de communication pour récupérer sa base. Vous savez, le président Talon a été élu par les vulgarisateurs, les taxis-motos, les maçons, les ouvriers. Mais aujourd'hui, il laisse tout cela et il va prendre, soi-disant, les grands électeurs qui ont conduit Lionel Zissou à l'échec. Ça veut dire qu'il fait la politique de Lionel Zissou. La politique qui a amené Yahi Boni à échouer avec Lionel Zissou, il reprend la même politique. Et pendant ce temps, Yahi Boni est dans son coin tranquille, en train d'attendre les élections législatives pour rafler la mise. Il faut que le président modifie sa communication pour que les Béninois le comprennent, pour qu'ils sachent où il les amène. Oui, vous parlez d'un problème de communication, mais les Béninois, quand vous les entendez, beaucoup crient à la rescousse. La pauvreté a galopé. Il y a beaucoup qui se retrouvent sur le carreau. Non, ceux qui crient, il y a deux catégories de Béninois qui peuvent crier pour dire que la pauvreté a galopé. Les fonctionnaires qui n'ont plus de primes. On a supprimé toutes les primes. Moi, je connais un monsieur qui était à 1 million et quelques par mois, qui est aujourd'hui à 102 000, le salaire, simplement. On a supprimé les primes. Donc, les fonctionnaires crient. Ensuite, on a cassé les bonnes dames. On a cassé leur commerce. Ça ne va pas. Parce qu'ils étaient dans des endroits qui appartenaient à l'État. Ah bon? Et c'est l'État qui prend des taxes, qui a autorisé, qui a pris de l'argent pour les installer. Voilà l'aberration du système.
Vous voyez, ils sont installés, on leur prend des patentes et un bon matin, on dit on va vous casser sans aucun accompagnement. C'est vrai que c'est un homme d'affaires qui dirige le pays, mais il a pris le pouvoir, il n'a rien expliqué après que tout le monde s'attendait à ce qu'on ait un homme qui veut faire du bien, État-providence et tout ça. Et on commence par prendre des décisions radicales. Je vais vous donner un exemple. L'Arabie Saoudite voulait donner beaucoup de milliards au Bénin, principalement au chef de l'État. Mais on a cassé les mosquées, on a empêché les musulmans de prier sur la rue, on a perdu tout ça. Donc voilà comment il manque. Toute action sans vision est une perte de temps. Il faut une vision, il faut savoir là où on va. Bref, les Béninois ont peut-être fait, mais c'est pas ça la raison principale des grèves et autres. Vous allez, même les magistrats, la nouvelle loi qu'on a votée augmente leur salaire, mais ils ont refusé. Ils disent qu'ils préfèrent ne pas avoir d'augmentation de salaire et avoir le droit de grève que d'avoir l'augmentation de salaire et pas de droit de grève. Donc c'est pas la pauvreté le vrai problème du Bénin. C'est un problème de dialogue, c'est un problème de communication et c'est un problème de leadership. Est-ce que c'est le même problème au Togo, la crise politique que le pays connaît depuis des années? Au Togo, il y a eu une crise conjoncturelle, il y a eu un événement conjoncturel où la population a exprimé un sentiment, a exprimé un besoin de plus d'alternance, de plus de démocratie et autres. Maintenant, il y a eu une récupération politique qui fait que nous sommes passés d'une crise conjoncturelle à une crise structurelle. Vous imaginez pas les opposants en train d'aller à la table de discussion alors qu'ils ont galvanisé leur base qui est devenue radicale, qui ne veut rien entendre. Alors s'ils vont à la table de négociation, ils vont perdre leur électorat. Donc résultat, nous sommes partis jusqu'aux élections législatives tout au moins où chacun va rester campé sur ses positions. Dans ces conditions, nous sommes dans une crise structurelle. Et je crois que je ne veux même pas rêver de demander aux gens d'aller dialoguer. Je pense que plutôt, il faut que chacun prenne sa vie en main et comprenne que si nous allons attendre la fin de la crise avant que le Togo ne redécolle, on va attendre longtemps. Il faut faire redécoller le Togo dès maintenant, d'où le thème très intéressant que vous avez choisi. Peut-on entreprendre en période de crise? Oui, c'est une crise structurelle. Dans ces conditions, il faut agir tout de suite, il faut développer, il faut prendre des initiatives, il faut reprendre les forums internationaux, il faut reprendre les colloques. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu au Togo, pour dire à toute la communauté internationale, je suis au Togo, il se passe des choses au Togo, il y a des activités au Togo, la vie est menée au Togo. Quand je suis rentré, les gens m'ont écrit pour dire, coach, est-ce que vous avez pu rentrer? Est-ce que la route n'est pas bloquée? Est-ce qu'il n'y a pas de checkpoint? Il y a ça? Non, les amis, au Togo, il y a la vie. Venez faire vos affaires, venez faire ceci. C'est vrai, les politiciens vont continuer leur ping-pong, tout ça, mais si nous allons compter sur les politiciens de tous bords, le Togo va reculer. Pour le moment, il faut s'occuper du développement des Togolais. Et donc, vous voulez dire, faire comprendre qu'à l'heure actuelle, aucun camp n'a intérêt à aller au dialogue pour la décrispation dont on parle. Ah, le camp au pouvoir, lui, il a intérêt à aller à la discussion. C'est pourquoi le président a toujours manifesté ce besoin. Lui, il a intérêt parce que son électorat veut la paix. Mais les autres, ils ont galvanisé leur électorat. Je vais vous dire pourquoi il est difficile aux opposants togolais de gagner les élections. Ils ont un électorat qui est fatigué. Et dès qu'ils commencent par faire un effort pour avoir plus d'électorat, ils perdent l'autre. Donc, résultat, ils sont coincés. Soit ils gagnent le même électorat pour avoir des députés, pour être à l'Assemblée nationale, soit ils tentent de devenir plus majoritaires dans le pays et là, ils perdent leur base. Et un autre opposant apparaît pour récupérer la base. Voilà de quoi il s'agit. Vous avez vu que dès que J-Chris est allé à la mouvance, il a perdu la base au profit de Fabre. Alors, Fabre ne veut pas faire la même expérience. Il ne veut pas s'approcher pour dialoguer et perdre sa base. Donc, nous sommes dans une logique où il faut jouer avec ça. Il faut considérer que nous aurons ce schéma pendant longtemps. Je crois que ce que l'opposition devait faire et qui a raté, c'était de réclamer plus d'ouverture au niveau de la commission électorale, au niveau de la transparence des structures électorales. Mais on a demandé l'impossible, on a demandé la démission du chef de l'État. Le vent est passé, il est en train d'être passé. Le chef de l'État veut dialoguer, mais au même moment, il joue la montre. Donc bref, nous sommes dans un schéma où on risque de durer dedans. Il faut que chacun prenne sa vie. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, est-ce que la bonne dame qui doit livrer des repas dans les entreprises, qui doit livrer des repas dans des domiciles, a quelque chose à voir avec la crise? Est-ce que le chauffeur de taxi a quelque chose à voir avec la crise? Il faut que chacun se dise, nous pouvons fonctionner malgré la crise. C'est vrai, il y a 3 jours de marche, très souvent, oui, les gens vont marcher. Ceux qui ne sont pas d'accord vont marcher. Mais il faut que les autres continuent de vivre, continuent de travailler. Oui, mais pendant les manifestations de rue, il y a une forme de tension, parfois des violences qui font que ceux qui viennent de l'extérieur, les investisseurs, ils ont des craintes de sécurité parfois. Je vais vous donner un exemple. Un jour, une délégation du Bénin de haut niveau de juristes devait venir ici à Lomé pour une conférence.
Et il y a une d'entre elles qui a dit, bon, aujourd'hui, il y a manifestation, moi, il ne peut pas aller. Donc, elle n'est pas venue. Alors, les autres sont venus l'ont appelé pour dire, mais il y a manifestation, même les gens, Pierre Fabre, les Tigris sont en train de rire. Ils sont devant la marche avec un beau sourire. Donc, venez, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'ils manifestent leur désaccord. Ils manifestent le fait qu'ils ne sont pas d'accord. Et ça fait partie de la démocratie. Maintenant, ça ne doit pas empêcher le pays de fonctionner. Le pays ne peut pas être paralysé parce qu'une partie de la population veut manifester son désaccord. Je crois que c'est ça que nous devons dire à tous ceux qui sont à l'extérieur. Le Togo est en marche. C'est vrai, le chef de l'État, toutes les autorités se sont dit, bon, il faut attendre de gérer la crise pour démarrer tel projet. Vous voyez, le Togo a eu la présidente de la CEDEAO, tous les sommets ont été faits au Niger. Parce qu'on se dit, bon, est-ce qu'on peut amener des chefs d'État dans le pays en période de crise et tout ça? On amène des chefs d'État en Israël. Pourquoi il y a attentat à Paris, le mois suivant, il y a des touristes, et quand il y a attentat à Ouagadougou, la France dit, n'allez plus au Burkina. Non, les amis, l'Afrique n'est pas différente des autres. Les crises politiques donnent de la vitalité à la démocratie, permettent que nous puissions nous développer et avoir une meilleure lecture des choses. Mais ça ne doit pas empêcher que l'économie consomme. Parce que vous voyez, le Togo vient de perdre 100 milliards, 80 à 100 milliards. Que le Togo a perdu, ça ne peut pas continuer. Le pays risque d'être en panne, il faut relancer l'économie. Donc pour vous, en même temps qu'il y a crise, il faut banaliser? Non, pas banaliser. Il faut simplement considérer que ça fait partie de la démocratie. Ça fait partie. C'est vrai qu'à un moment donné, c'était sérieux et grave. Mais avec la convergence des forces, la partie grave, parce que vous savez, les Togolais sont sortis, et je l'ai dit dans une émission à l'attention du gouvernement, le gouvernement doit concéder énormément de choses cette fois-ci, parce qu'il y a une partie de la population qui n'est pas dans la rue peut-être, mais qui risque, voyant que les choses ne bougent pas, risque un jour aussi de rejoindre la rue. Donc il y a eu une manifestation criarde de différents sons de cloche. Il y a d'autres qui voulaient l'alternance, il y a d'autres qui voulaient la démission du président, il y a d'autres qui voulaient plus d'emplois, il y a d'autres qui voulaient un scanner au CHU, au CHU. Donc chacun voulait quelque chose. Il faut que le gouvernement écoute les différents sons de cloche et donne satisfaction à tout le monde. Comme ça, nous allons avoir moins de crises violentes et nous allons avoir des crises démocratiques. Oui. Alors, donc votre message, en tout cas, il est clair à ce sujet-là. Pas le temps d'attendre. Pas le temps d'attendre. On peut plus. Vous savez, au Bénin, toutes les structures de l'État sont en grève en ce moment. Toutes les structures sont en grève. Mais le pays avance, le pays fonctionne, les gouverneurs vont s'entendre avec eux, ils vont dialoguer. Parce que si nous devons attendre, écoutez, vous savez, les gens ont les salaires à payer à la fin de chaque mois. Mais ils sont là en train d'attendre quoi? Non, on ne peut pas attendre. Eux, ils sont payés. Tous les politiciens, tous, opposants comme mouvanciers, sont payés par l'argent de l'État. Mais les hommes d'affaires, eux, ils ne sont pas payés par l'argent de l'État. Bien au contraire, l'État leur prend des taxes. Et l'État ne va pas dire parce qu'il y a crise, on ne va pas prendre des taxes. Donc à partir de cet instant, l'homme d'affaires, l'individu doit prendre sa vie en main et avancer. Les politiciens qui sont payés par l'État vont continuer leur crise, mais il faut que l'État avance. Mais quoi qu'on dise, ces crises ont des répercussions sur le tissu économique. Oui, parce que nous avons mal communiqué. Parce que nous avons communiqué vis-à-vis de la communauté internationale qui a crise. Donc, les investisseurs ne viennent pas. C'est vrai qu'on m'a dit sur un plateau que le Togo a lancé un emploi obligataire, n'a pas pu avoir grand-chose, mais c'est pas le Togo seul. Le Bénin a lancé, il n'a pas grand-chose. Le Burkina a lancé, il n'y a pas eu grand-chose. Le Mali a lancé, il n'y a pas eu grand-chose. Parce que nous envoyons un mauvais message. Lorsqu'il y a attentat en France, le président français va sur le lieu de l'attentat pour montrer que s'il n'y a pas de sécurité, lui ne sera pas là. Et il continue d'appeler que les touristes arrivent. Lorsqu'il y a problème chez nous, on continue, on commence par dire, il y a crise, attendez d'abord, on va gérer la crise et après vous allez venir. Voilà pourquoi il y a problème. Il faut dire aux gens, la crise, regardez en Israël, il y a roquette tous les jours. Chaque seconde, il y a roquette. Mais le pays vit. Syrie, le pays vit. Irak, le pays vit. Est-ce que ce que nous avons au Togo atteint ce qu'il y a en Irak? Non. Donc à partir de ça, il faut apprendre à vivre avec. Il y avait Ebola en Guinée et beaucoup de personnes pensaient que les gens s'étaient barricadés à la maison, tout ça. Non, vous allez en Guinée, il y avait la vie. Les gens circulaient, les gens faisaient la vie. Voilà, je crois que les Togolais doivent comprendre que oui, il y a crise,
ils doivent discuter, ils doivent dialoguer, ils ont leur agenda, leur calendrier qui n'est pas celui de l'économie. Il faut que chaque Togolais prenne sa vie en main parce que lui ne compte pas sur l'État pour pouvoir manger. Donc il faut un réarmement mental, comme vous dites. Absolument. Face à cette crise. Absolument. Absolument. C'est le travail que nous faisons. C'est vrai que quand on a commencé, les gens ont commencé par nous attaquer alors qu'on était en train de leur donner des idées pour avancer, pour réussir. Bon, on s'est calmé un peu, mais je crois que le moment est venu pour activer ce réarmement, amener les populations. Vous voyez, hier par exemple, quelqu'un m'a dit qu'il a hésité avant de venir au séminaire, mais quand il a fait le premier soir, il dit qu'il avait écrit des livres qu'il a rangés. Il est allé les sortir, il a amené hier, il a vendu plein de livres. Il dit, je reprends vie, je reprends mes activités, je reprends ceci. Il y a plein qui sont dans la restauration, qui avaient fermé leur restaurant, ils vont décoller parce que le Togo doit reprendre vie et c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Donc, est-ce qu'il faut penser de la même manière en période de crise pour pouvoir entreprendre, où il y a des domaines spécifiques auxquels on doit s'attaquer, on doit prioritairement s'attaquer? Très souvent, nous avons enseigné, moi-même y compris, pendant longtemps, qu'il y a des domaines, et puis l'État aussi fait un tableau pour dire voici les domaines porteurs. C'est des histoires, c'est des histoires, c'est des histoires. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. On dit le tourisme est un secteur porteur au Bénin, mais c'est porteur pour l'État. Il n'y a pas de recrutement dans le tourisme. Donc vous comprenez que quand on dit secteur porteur, les gens bêtement vont en filière tourisme en disant qu'ils veulent profiter. Le seul secteur porteur pour chacun, c'est de déterminer ce qui le passionne et créer une entreprise dans le domaine qui le passionne. Il y a dans le feuilleton Windec qui est passé sur la chaîne A+. Oui, plusieurs chaînes. Voilà, sur plusieurs chaînes. Dans ce feuilleton, on nous dit, il y a une fille, Cassia, elle n'a rien appris dans sa vie. Rien. Mais comme elle est de la haute société, elle sait s'habiller. Et un beau jour, elle dit, moi j'ai rien appris, je ne peux pas travailler. On dit, tu sais t'habiller, tu peux devenir styliste pour aider les gens à s'habiller. Oui, c'est la passion. Tu aimais faire les pieds de ton papa, tu aimais faire les mains de ton papa, crée pédicure, manicure, tu vas manger. Tu aimais tresser les gens, fais ce qui te passionne. Je vous donne un exemple très simple. Mon épouse, quelqu'un lui a envoyé un message pour dire, si ton mari, ce qu'il dit est vrai, pourquoi toi, tu ne crées pas entreprise et tu travailles avec ton mari? Et elle est venue fâchée, je dis non, crée pour lui montrer. Le 18 septembre, elle a envoyé, pris son téléphone WhatsApp, elle a envoyé un message à toutes ses relations. Elle dit, je livre des repas désormais dans les entreprises et dans les maisons. Elle a 8 commandes, 12 commandes, 20 commandes, ainsi de suite. Et tout récemment, un marché de 3 millions. Depuis 18 septembre, et elle n'a rien acheté. C'est à la cuisine de la maison où elle prépare. Donc bref, c'est pour dire, il faut que nous comprenions que chacun doit avoir son secteur porteur, c'est personnel. Ce n'est pas l'État qui va faire étude, on ne peut pas faire par des fonctionnaires. Comment un fonctionnaire va faire une étude pour dire quel est le secteur porteur, il connaît quoi dans le secteur porteur. Voilà les réalités. Donc vraiment, il faut que chacun se prenne en charge et réussisse sa vie. Donc c'est une question individuelle finalement. Individuelle. Ton entreprise, c'est toi-même qui sais. C'est pas quelqu'un qui va te dire secteur porteur. C'est toi-même qui sais ce qui te passionne. Vous savez, moi, mon boulot, c'est de parler aux gens, c'est de coacher, c'est de réarmer mentalement et je le fais avec tellement de plaisir. Vous savez, je viens de rentrer du CAMES où nous sommes allés fait la retraite du CAMES et c'était avec plaisir que j'étais en train de former ces grands professeurs d'université pour la réforme du CAMES. Voilà, c'est mon plaisir. Et quand on discutait, on n'avait même pas conclu ce qu'ils vont payer. J'ai dit, payez ce que vous voulez. Et je suis allé là-bas, ils m'ont bien payé après. Donc moi, je ne m'attendais pas. C'est-à-dire que de toutes les façons, on le fait avec plaisir parce que ça nous passionne. Et ce que tu fais avec passion, il n'y a rien à faire, tu vas t'épanouir dedans. Mais comment faire en sorte que l'entrepreneuriat soit valorisé dans nos pays, l'artisanat, parce que vous savez que pendant longtemps, on a appris à valoriser les diplômes. Vous avez les diplômes, vous devez travailler dans des bureaux, si bien que celui qui veut se débrouiller n'est pas vu avec un bon œil, comme on dit souvent. Nous le faisons, mais nous voulons le faire mieux. Je suis en train d'élaborer un projet pour le CAMES qui va se faire entre nous, le CAMES et les États, pour prendre tous les diplômés des universités, les former pendant une semaine dans un réarmement mental et avoir un certificat CAMES à l'emploi, un certificat CAMES à l'entrepreneuriat à la fin pour permettre aux jeunes de pouvoir décoller. Nous allons faire ce grand projet qui va faire que près de 5000 personnes par pays vont être prises en charge chaque année. Donc, il y a des projets porteurs comme ça. Mais au-delà de ça, tous les jours, c'est ce que nous faisons. Vous allez à Cotonou aujourd'hui, tous les jeudis, c'est 1200 personnes qui se réunissent. Quand vous prenez Porte-Novo, c'est 300 et quelques personnes. Vous prenez Boycon, c'est 200 et quelques personnes chaque semaine. À Parakou, c'est 500 et quelques personnes chaque semaine. Mais nous sommes en train de redécoller le pilier Togo pour faire en sorte que du nord au sud, il y a aussi des antennes que nous avons, que nous les réactivons pour faire ce réarmement mental. Le développement est personnel, il commence tout de suite et chacun doit se prendre en charge. Mais pourquoi vous insistez tant sur le mental? Le mental, ça revient
régulièrement dans vos propos. Parce que si vous créez une entreprise et vous n'avez pas la force mentale nécessaire, vous ne pouvez pas réussir. Vous savez, dans ce Togo, quelqu'un a décidé que son enfant doit naître sa date d'anniversaire pour qu'elle ne fasse pas 2 anniversaires. Et le 10 février, elle se présente à l'hôpital pour dire qu'elle veut accoucher. Le docteur dit tu es folle. Elle dit je vais accoucher demain. Jusqu'à le lendemain, 17h, rien. Elle commence pas à douter. Son mari la rejoint, prend sa main, tu ne doutes pas, on va réussir. Quelques minutes après, c'est les enfants qui viennent avec des guirlandes, des fleurs. Bonne arrivée à l'enfant. Et le médecin dit toute la famille est malade mentalement. Et à partir de 21h, 22h, le travail commence. Elle accouche à 23h45. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez, tous ceux qui m'écoutent là, rentrer dans votre chambre, il faut vous fâcher contre vous-même. Il faut dire, ça suffit, ça doit changer. Hier, à 1h30, une dame m'envoie un message du Canada pour dire qu'elle veut se suicider, que la vie ne sert à rien. De 1h30 à 2h15, 45 minutes, elle dit la vie est très belle. Parce que, vous voyez, c'est-à-dire, il y a besoin de réarmement mental dans les couples, dans les familles, dans les entreprises. Vous savez, nous avons commencé un travail maintenant, surtout au Togo. Nous avons fait en sorte que le gouvernement paie la salle pour le séminaire. Et ils ont accepté, ils ont payé. Et eux aussi, ils ont certainement, je ne sais pas, envoyé des gens pour apprécier. Ça va créer des partenariats dans les États africains. Je viens du Mali où j'ai demandé à rencontrer le Premier ministre pour que nous puissions élaborer des trucs comme ça. Vraiment, le temps d'un partenariat public-privé pour permettre l'émergence de la jeunesse, l'émergence même des vieux, hein, parce que vous savez, il y a un papa à Cotonou, 83 ans. À 83 ans, il recrée encore une entreprise et il cherche une femme maintenant pour se remarier. Donc c'est pour dire, tout est possible à n'importe quel âge et nous devons y aller, nous devons réussir. Est-ce qu'on a besoin forcément d'un coach pour se réarmer mentalement ou c'est un travail qu'on peut faire individuellement et réussir? Oui, mais il faut quelqu'un pour te mettre sur la bonne voie parce que là aussi, il faut faire la différence entre les spiritualistes qui se disent coach et le coaching. Le coaching n'a rien à voir avec la spiritualité. Donc bref, il y a besoin d'un accompagnateur. Même des émissions comme ça, hein, quelqu'un peut déjà dans sa chambre déclencher, programmer, décider et réussir sa vie. Vous savez, il y a un monsieur au Bénin qui a construit une belle maison pour sa maîtresse et il pensait que la maîtresse va rentrer dedans. Or, sa femme fait du coaching. Et tous les jours, la femme se met devant le bâtiment et répète 21 fois. Cette dame n'habitera jamais ici. C'est moi qui vais habiter dans cette maison. Elle répète ça 21 fois, elle part. Un jour, son mari vient lui dire, bon, tu sais, c'est le chef d'État qui m'a donné les moyens pour construire la maison. Maintenant, il est en train d'apprendre que je n'ai pas construit pour toi, j'ai construit pour l'autre. Et il est fâché. Donc, tu vas intégrer la maison pour que j'ai la paix avec le chef de l'État. La programmation, la dynamique mentale, ça marche. Il faut faire confiance en soi-même. Il faut décider. Il faut répéter les phrases agréables et réussir sa vie. Oui. Et le thème du séminaire que vous avez fait à Lomé, c'est décollage. Le décollage. Hein? Décollage, le décollage. Chacun doit décoller. Et principalement, le premier jour, on a fait un thème lève-toi et que ta lumière brille. Le deuxième jour, on a fait entrepreneuriat. Et le troisième jour, ce soir, je vais faire identité divine et identité africaine. Parce qu'il faut que les gens comprennent qui ils sont selon Dieu et qui ils sont. Le docteur Simonton a dit, les gens tombent malades parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Les gens sont pauvres parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Les gens sont au cheval parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Les gens ont du mal à entreprendre parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Mais quand ils savent qui ils sont, vous voyez, nous sommes sur une belle télévision. Les collaborateurs sont rentrés dans cette télévision, ils ont dit, il y a ça au Togo? Oui, parce que Togolais est allé dans un pays où l'identité qu'il a eue lui permet d'oser, d'avoir le courage d'entreprendre. Et il est en train de faire quelque chose qui fait honneur au Togo. Il a besoin de nos félicitations, il a besoin de notre encouragement. Oui, je vais revenir tout à l'heure à l'identité africaine et divine dont vous avez parlé, mais pour reprendre le décollage, ça veut dire que beaucoup sont à terre aujourd'hui? Ah oui, oui, puisqu'on a dit, il y a crise, il faut attendre. Et donc, chacun est en train d'attendre. Mais je vous assure, les personnes qui ont fait ce séminaire, je vous garantis, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, les témoins sont légion. Moi, je voudrais même que ce soit ceux qui nous écoutent et qui sont au Togo, à Lomé, fassent le tour. C'est gratuit ce soir. J'ai ouvert ça gratuitement ce soir. Ils n'ont qu'à venir goûter, voir ce qui va se passer. C'est fort. C'est-à-dire, en 2 jours. Au fait, pourquoi j'ai choisi identité divine et identité africaine aujourd'hui? Parce que ce que j'ai fait en 3 jours à Cotonou, j'ai atteint le même objectif en 2 jours ici. Donc, j'ai voulu ajouter maintenant un bonus aujourd'hui. Donc, c'est pour dire, non, les amis, c'est très important que les gens comprennent. Décoller, c'est maintenant. Et c'est une question de choix. C'est une question de volonté. Je suis en train de parler. D'autres sont en train de m'écouter. D'autres vont sur la base de ce que j'ai dit, prendre une orientation, décider et agir, ils auront le résultat. Mais ceux qui vont rester là et ne vont rien faire avec l'information vont rester assis. Mais je souhaite et je déclare et je décrète pour eux qu'ils décollent maintenant comme ceux qui sont dans la salle. Oui. Et l'identité africaine est-elle l'identité divine? Est-ce que c'est ce que vous voulez
dire à travers ce thème que vous allez développer? Non, l'identité divine, j'ai voulu en parler parce que quand je parle de l'identité africaine, sans parler de l'identité divine, les gens pensent qu'on est en train de les éloigner de leur foi religieuse. Donc il faut parler de l'identité divine et ensuite parler. Nous on a deux identités, les autres n'en ont pas. Ils ont un seul, divine, mais nous on a deux. On a l'identité divine, on a l'identité africaine. Parce que beaucoup ne savent pas, par exemple, que les 25 000 premiers diplômés du monde sont diplômés de Djenné au Mali. Les 25 000 premiers diplômés du monde sont tous diplômés de Djenné au Mali. Les deux premières universités du monde, c'est Djenné au Mali et Ghana. Beaucoup ne savent pas que jusqu'en l'an 1200, la France n'avait pas un seul Français qui a été à l'école. Et beaucoup ne savent pas que c'est les morts de Mauritanie qui ont amené l'éducation en France. Beaucoup ne savent pas que la médecine a été inventée sur les Dogons au Mali. Beaucoup ne savent pas que même le jardin d'Éden, beaucoup ne savent pas que le jardin d'Éden est en Afrique. Quand vous prenez les villes qui déliminent le jardin d'Éden, vous allez voir l'Éthiopie, vous allez voir l'Égypte, vous allez voir ceci, c'est en Afrique. Beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup oublient que Moïse est africain. Beaucoup oublient que Enoch est africain. Beaucoup oublient que 200 000 ans avant qu'une seule autre race n'apparaisse, il n'y avait que des Africains sur terre. Beaucoup ne savent pas qu'il y a une seule race et que les autres ne sont que le résultat de la dépigmentation. Mais tout ça là, on a besoin de savoir. Beaucoup ne savent pas que la couleur de peau que nous avons nous rend plus intelligents que les autres et que nous devons la préserver. Donc bref, il faut dire ces choses-là aux gens pour qu'ils comprennent qui ils sont. Vous voyez par exemple, l'autre chose que ça va nous permettre de gagner cette communication, lorsqu'on nous fabrique un téléphone ou avec ça, on peut rester ici et voir quelqu'un aux États-Unis et lui parler, on dit technologie. Lorsque la bonne dame du village a fabriqué une bague pour parler à son fils à Paris, on dit sorcellerie. Voilà, il faut décanter tout ça. Vous savez, aujourd'hui, au Bénin, on n'a plus d'inondation. La France est en inondation. Vous savez pourquoi on n'a pas d'inondation cette année? Parce que le directeur de l'agence de changement climatique a dit à la télé, grand professeur d'université, il dit les théories qu'on nous a amenées à l'université là, ça ne protège rien contre l'inondation. Je vais retourner à ce que mon père m'a enseigné. Je voudrais vous dire deux choses que des prêtres m'ont dit. Il y a un prêtre qui m'a dit qu'il les faisait dans une voiture et le frein s'est cassé. C'était dans une descente. Il dit, j'ai récité notre père fatigué, le véhicule ne s'est pas arrêté. J'ai fait je vous salue Marie, ça ne s'est pas arrêté. Et j'ai commencé la prière de mon père. Il dit, Togwe, il va, et donc il commence par crier, mes parents, fidèles, où est-ce que vous êtes? Mes parents décédés, faites quelque chose. Et le véhicule s'est arrêté. Il dit, ah bon, donc si je n'ai pas dit ça, j'allais mourir bêtement. Il faut que les gens comprennent. Je vous salue Marie, c'est pas que c'est mauvais. Notre père, c'est pas que c'est mauvais. Mais il n'y a rien contre accident dans ça. Donc il faut parler de l'accident à Dieu et Dieu va intervenir. Là, il faut parler de chômage à Dieu, Dieu va intervenir. Un autre prêtre m'a dit que son père lui a enseigné quelque chose, il ne voulait pas croire, c'est en me suivant que le père lui a dit, toi tu te mets devant l'autel et tu dis que tu prends du pain, tu le consacres et il devient corps du Christ. Et tu n'as pas compris que ta bouche a le pouvoir de transformer quelque chose en quelque chose. Et tu peux pas transformer toi-même ta vie. Voilà de quoi il s'agit. Tu consacres le pain et il devient corps du Christ. Ça veut dire que de la même manière, tu peux consacrer un pauvre pour devenir riche. Tu peux consacrer un chômeur pour devenir un employé. Merci coach. On va conclure notre émission. Mais je voudrais quand même que vous donniez quelques recettes, parce qu'on a parlé de crise au Togo, au Bénin. Quels conseils donneriez-vous pour une stabilité politique, retour à la stabilité politique dans ces deux pays, pour finir? Déjà pour l'opposition, je voudrais dire qu'il faut trouver les voies et moyens pour dialoguer. En politique, quand on refuse de dialoguer, c'est qu'on veut la guerre. Et personne ne doit vouloir la guerre. Il faut trouver les voies et moyens pour dialoguer. Je voudrais dire au gouvernement de faciliter autant que possible ce dialogue et de faire en sorte que les Togolais se parlent. Mais de ne pas seulement faire ça, mais au même moment, il faut lancer des chantiers de développement. Au même moment, il faut lancer. Je vois que, même quand je suis l'actualité, je vois que le chef de l'État est très actif, il va à gauche, à droite, mais la communication ne permet pas de percevoir qu'il le fait pour montrer que, malgré la crise, le Togo doit rester debout. Parce que s'il y a un non-paiement de salaire, c'est à lui seul on va reprocher ça. Donc, il faut agir. Et il faut aussi aller à l'extérieur, dire aux investisseurs, pour utiliser les chaînes, pour dire aux investisseurs qui peuvent venir au Togo, que le gouvernement va assurer leur sécurité et tout ça, mais il faut aussi que le peuple comprenne qu'il faut qu'ils se prennent en charge. S'ils veulent marcher, les jours de marche, ils n'ont qu'à marcher, mais il faut qu'ils créent quelque chose pour gagner de l'argent, pour gagner leur vie. Merci, coach Patrick Armand Pognon. Merci. C'était un plaisir de vous avoir eu. Tout le plaisir pour moi. À très bientôt. À très bientôt. Et merci, fidèles téléspectateurs. Restez avec nous. Après une nouvelle édition de journal, nous nous retrouvons pour la seconde partie de New World Forum, où nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo. L'Église et l'engagement social ou politique. L'Église va-t-elle trop loin? C'est ce dont nous allons parler avec nos invités. À tout de suite.